Loïc Chenet-Girard, bonjour. Vous êtes le président Bonjour. de la région Bretagne. Je suis Olivier Mirguet, journaliste à La Tribune. Et nous vous accueillons aujourd'hui ici à Strasbourg, au Congrès des régions de France, pour parler essentiellement du rôle des régions dans le développement économique du pays. Votre vision du développement économique essaie de concilier de la création d'emplois et l'absence d'émissions carbone. Comment est-ce que vous faites ? Effectivement, l'avenir, c'est plus d'emplois, moins de carbone. Pourquoi plus d'emplois, moins de carbone? Tout simplement parce que le développement extraordinaire que nous avons eu sur le siècle dernier grâce aux énergies fossiles doit être remplacé par un nouveau développement basé sur des énergies décarbonées. C'est indispensable pour notre survie et pour finalement le PIB futur. Si nous voulons continuer à développer l'emploi, si nous voulons continuer à vivre sereinement sur cette planète, il faut trouver un équilibre avec cette ambition de changer de carburant pour faire tourner nos moteurs, nos machines, notre économie, et puis garder encore une fois cette conviction qu'on doit développer des bons jobs dans nos territoires. Quelle est la place de l'éolien dans cette stratégie ? L'éolien prend sa part dans le mix énergétique nécessairement, et nous en Bretagne, nous avons l'océan devant nous. Donc nous voulons prendre notre part, nous voulons assumer nos responsabilités. Et nous avons un premier champ qui vient d'ouvrir à Saint-Brieuc, qui permet de produire avec 500 mégawatts posés d'éoliennes au large de l'énergie pour à peu près 800 000 habitants en termes d'équivalent électricité. Nous avons d'autres études sur les futures éoliennes encore plus loin, flottantes, et ça prendra sa part. Ça prendra sa part comme le reste des énergies renouvelables et comme la part de nucléaire que nous avons pour les 50-60 prochaines années. Quels sont les enjeux de paysage de cette stratégie sur l'éolien ? Mais sur les éoliennes en mer, encore une fois, nous avons posé des éoliennes à 14 km. On voit maintenant ce que cela donne. Je ne dis pas que tout le monde est heureux, je ne dis pas que tout le monde dit que c'est formidable, mais au moins on voit ce que c'est. Et nous devons assumer parce que les puits de pétrole dans le golfe de Guinée, les puits de pétrole à l'autre bout du monde, on ne les voit pas. Donc on est tranquille, on est serein. Nous devons assumer que l'énergie qu'on veut produire chez nous, ça se voit. Et plus on les pousse loin avec les nouvelles technologies, plus on va permettre d'éviter les stress sur le continent. Et n'oublions pas non plus nos pêcheurs, puisqu'il faut poser des éoliennes en respectant la pêche. C'est une des promesses que j'ai pu faire. La pêche, justement, représente quel pourcentage de l'activité économique dans votre région et quelles sont ses perspectives d'avenir ? La pêche représente une part seule, plutôt faible de notre PIB breton, mais très importante puisque nous représentons 50% de la pêche fraîche française. Quand vous mangez du poisson français, il y a un poisson sur deux qui vient de Bretagne. Malheureusement, dans nos assiettes, on a moins d'un poisson sur deux qui vient de la France. Tout le reste, c'est importé. Soit importé de poissons d'élevage, qui sont nourris avec du poisson sauvage pêché par des chalutiers énormes très très loin dans le monde, soit pêché par des bateaux avec des capitaux étrangers. Donc il faut manger des poissons de nos côtes. Et parmi les poissons de nos côtes, vous avez les pêcheurs bretons qui ont une mission, c'est de participer à la souveraineté alimentaire. On est très fiers d'eux et on les aide aussi à décarboner. Parce que l'avenir, c'est le poisson zéro carbone et ça viendra, j'en suis persuadé, dans les années qui viennent. Comment vous aidez les pêcheurs à décarboner, concrètement ? Concrètement, un nouveau moteur moderne, sur un bateau moderne, c'est 30% de CO2 en moins, 30% d'énergie en moins. C'est du pouvoir d'achat pour le pêcheur et c'est mieux pour la planète. Demain, il va falloir trouver de nouvelles énergies, peut-être du gaz naturel, et c'est compliqué sur les bateaux, qui viendra remplacer le pétrole. Et puis à long terme, on parie sur l'hydrogène. Mais c'est des sujets de long terme, des sujets aussi juridiques avec Bruxelles pour pouvoir embarquer ces nouveaux carburants sur des bateaux. Un bateau, c'est sensible. Un pêcheur, il est démuni en mer. Il ne faut pas faire de bêtises sur ses choix. Et encore une fois, c'est un travail de très longue haleine avec les ingénieurs. Toutes les régions françaises présentes ici parient sur l'hydrogène en tant que filière industrielle d'avenir. Qu'est-ce qui distingue la Bretagne des régions concurrentes sur cette filière-là ? Nous avons des écosystèmes hydrogènes qui sont en train de se créer avec la volonté de créer la molécule hydrogène et de la consommer sur place. On ne sera pas, nous, Bretons, capables au circuit court. Nous ne serons pas capables effectivement de nous mettre dans les grands circuits d'hydrogène mondiaux qui vont remplacer peu à peu les grands circuits gaz ou pétrole mondiaux. Mais nous avons nos éoliennes, nous avons des systèmes de production d'énergie, y compris, pourquoi pas, avec des sujets d'osmose sur lesquels on parie beaucoup, avec Switch Energy en Bretagne. Et derrière, on peut coupler des hydrolyseurs pour créer de l'hydrogène qui soit décarboné. Parce que l'hydrogène en soi, c'est un vecteur. Si c'est de l'hydrogène fait avec du gasoil, ça n'a aucun sens. Donc cet enjeu, c'est produire local d'hydrogène vert, et le consommer local dans nos flottes de camions, flottes de cars et pourquoi pas demain, nos bateaux. Pour créer de l'industrie, il faut des terrains. Et pour créer ces terrains industriels, il y a une loi, la ZAN, qui empêche les régions d'artificialiser des sols. Où en êtes-vous en matière de réserve foncière pour créer de l'industrie en Alsace? Est-ce que la loi ZAN, d'une manière générale, vous gêne dans le développement économique? Moi, je pense que la loi ZAN est d'une bonne inspiration, c'est de protéger nos sols. Il faut nourrir. La Bretagne, elle a la mission de participer à la souveraineté alimentaire et de nourrir une partie des 60 millions de Français, des 400 millions d'Européens. Pour ça, il faut garder des sols. Mais en même temps, effectivement, il faut des sols pour construire des logements,
pour construire des lieux pour les entreprises et pour des infrastructures qui sont indispensables. La Bretagne en moyenne consommait 3000 hectares par an. Nous sommes aujourd'hui en moyenne à 2000 hectares par an, un peu dû aux problèmes immobiliers que nous connaissons. Et nous avons donc construit un projet consistant à dire qu'on a 10 000 hectares dans les 15 ans qui viennent pour pouvoir réaliser nos projets. Sur ces 10 000 hectares, nous voulons garder une part pour l'industrie. Les élus bretons, tous ensemble, les maires, les présidents d'interco, présidents de région, on a dit voilà, nous on veut garder un volant d'hectares, 500 hectares, 700 hectares, 1000 hectares sur les 9 000, 10 000 sur lesquels nous travaillons pour dire à l'industrie, vous aurez de la place en Bretagne. Et puis l'industrie, comme le reste de l'économie, doit aussi compacter, trouver de nouveaux process qui permettent d'économiser les surfaces. Tous les industriels qui s'en sortent en compétitivité ont ce process dans la tête. Donc compacter les zones d'activité, c'est ça? Compacter les zones d'activité. Moi, quand j'étais jeune élu, quand j'étais jeune maire, on faisait des zones d'activité où on disait pour 1 mètre carré artificialisé en parking ou en immeuble, il faut 1 mètre carré de pelouse. Est-ce vraiment intéressant de bouffer des champs, de bouffer de la lande, de bouffer des espaces naturels pour faire de la pelouse qu'on va tondre, sur lequel on met 3-4 arbres plutôt malingres? Il vaut mieux compacter nos zones d'activité et garder des espaces naturels pour notamment les agriculteurs. C'est eux la force du pays pour continuer à vivre libre demain. C'est indispensable. L'action de la région, c'est aussi le transport régional de voyageurs à travers le train. Est-ce que vous avez mis la SNCF en concurrence, comme les régions sont toutes censées le faire d'ici 2032? Nous avons ouvert le débat avec la SNCF dans une logique de pré-concurrence. Et nous avons trouvé un équilibre avec des prix qui nous ont semblé raisonnables, attractifs, compétitifs par rapport au reste des acteurs. Et donc nous avons trouvé un accord pour signer un protocole sur 10 ans avec la SNCF. Nous avons 97% de nos trains qui sont à l'heure en Bretagne. C'est un record de France, non? C'est un record de France. Nous avons un prix kilomètre passager qui est parmi les plus bas de France. Donc nous n'avons pas de raison de dire qu'on va changer d'équipier. Et ce n'est pas un jugement de valeur par rapport aux collègues qui ont d'autres contextes dans les autres régions. Mais nous avons maintenant un plan de développement du train avec demain Bretagne Mobilité, le syndicat de mobilité régional que nous sommes en train de monter avec les intercos pour que les trains, les cars et les services urbains soient mixés ensemble pour offrir à nos concitoyens des solutions de mobilité avec un mantra, c'est de faire en sorte de proposer pour que ceux qui veulent lâcher la deuxième voiture puissent le faire, des solutions de mobilité en commun qui soient performantes. L'État offre la possibilité aux collectivités de créer des SERM, des services express régionaux métropolitains, des sortes de RER comme en Ile-de-France. Est-ce qu'il y en aura un en Bretagne? Oui, mais ce que j'ai dit au président de la République, ce que j'ai dit à Elisabeth Borne et à M. Attal, et je le dirai à M. Barnier, c'est que nous, on a choisi non pas un SERM rennais, non pas un SERM brestois, nos deux métropoles, mais un SERM régional. Et donc nous avons déposé un dossier SERM régional qui a été validé à la fin du gouvernement Attal. Ce volet-là, il est cranté. On va avancer sur ce SERM régional avec des objectifs de TER toutes les 20 minutes dans les villes de Bretagne. Mais il reste un volet qui n'a pas été abordé par le dernier gouvernement et que ce gouvernement doit aborder, c'est le volet recettes. Le président de la République a promis des trains, le président de la République a promis des SERM, le président de la République a dit ça va être formidable, mais il y a le volet dépenses qui est là. On a tous acheté des trains, j'ai acheté 9 trains, mais pour les faire rouler, il va falloir de l'argent. Et là, avec les entreprises, avec le gouvernement, avec les acteurs du territoire, il y a des questions qui vont se poser très vite. Est-ce que ces achats de trains pèsent dans votre budget? Quel est le budget transport et quel est le budget achat de trains dans la région Alsace, dans la région Le budget de la région Bretagne, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Sur les 2 milliards d'euros, le budget mobilité, c'est à peu près 400 millions d'euros. 400, 500 millions d'euros, donc c'est un quart. Et là-dedans, nous avons une part d'investissement qui est assez considérable. Nous avons acheté donc 10 trains, c'est plus que 100 millions d'euros que nous avons mis sur la table pour pouvoir acheter ces trains. Mais nous avons aussi les rénovations de rails. Les rails appartiennent à l'État, à la SNCF. Mais la situation dans laquelle nous sommes fait que nous sommes obligés de participer à la rénovation de ces rails. C'est aussi pour ça que nous avons des trains à l'heure. Et ça, c'est sur les 15 dernières années, plus d'1 milliard d'euros que nous avons en Bretagne dépensé. Ça pèse dans mes comptes, ça pèse dans mes amortissements et c'est forcément très lourd pour une région. Est-ce que vous estimez que les rails, donc l'infrastructure, est en meilleur état en Bretagne que dans le reste de la France? Les taux de train à l'heure montrent que nous avons un système ferré plutôt en bon état. Mais je ne fais pas trop le malin non plus parce que nous avons un système qui n'est pas le même qu'ailleurs en France. Quand on est en Normandie connecté à Île-de-France, ce n'est pas si simple. Quand on est dans des systèmes de régions qui ont été fusionnés, ce n'est pas si simple. Mais oui, nous avons investi depuis 20 ans. Depuis 20 ans, nous mettons de l'argent sur les rails alors que ce n'est pas notre compétence. Et aujourd'hui, nous avons rénové nos petites lignes et nous avons mis de l'argent sur les deux faisceaux Rennes-Brest et Rennes-Quimper, aux côtés de la SNCF et aux côtés de l'État. C'est des efforts en centaines de millions d'euros et j'en suis plutôt fier aujourd'hui. Alors nous sommes ici à Strasbourg, siège du Parlement européen. L'Europe, elle finance, elle cofinance vos investissements régionaux.
Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'investissement récent qui a été cofinancé par l'Europe? Un investissement récent qui touche tous les habitants de Bretagne, la fibre. La fibre optique, elle est construite partout en Bretagne. Ça coûte à peu près 1 200 € par ménage de mettre la fibre. Et ben sur ces 1 200 €, il y a pas loin de 20-25% qui est apporté par l'Europe. 25%, c'est la part moyenne des co-investissements, des cofinancements des fonds européens? Non, ça dépend des cas. Vous avez des cas où nous montons jusqu'à 80%, d'autres cas nous sommes à 20%. Ça dépend des situations. L'Europe est très présente en Bretagne sur la pêche, sur l'agriculture, sur nos infrastructures de mobilité et bien entendu sur la transition de nos entreprises pour qu'elles trouvent de la compétitivité par la réduction de leur production de CO2. Parce qu'une entreprise qui s'affranchit du CO2, qui s'affranchit des énergies fossiles, c'est une entreprise qui sera compétitive demain. L'Europe met beaucoup d'argent là-dessus. Merci Loïc Chenet-Gérard pour cette Merci à vous. pour cette interview.